Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être venus si nombreux ici dans cette belle ville de Beaucaire. Merci à son maire, cher Julien. Merci à vous tous, citoyens, militants, élus du Rassemblement national, chers amis qui nous faites l'honneur de votre présence. Et merci surtout pour votre ferveur et pour votre enthousiasme si communicatif. Cette ferveur, ces attentes si fortes qui émanent de vous sont sans doute le meilleur antidote à un sentiment qui, je dois le dire, m'est totalement étranger, la résignation. Merci Jordan. Merci Jordan pour ton discours qui décrit la situation difficile de notre pays, les nombreux sujets d'inquiétude pour nos compatriotes, au premier rang desquels l'inflation et l'insécurité. Ton discours a aussi rappelé qu'il n'y a pas de fatalité et que notre pays possède toutes les ressources pour se redresser, pour retrouver une puissance au service des Français, de l'Europe et du monde. Je le disais encore il y a moins d'une semaine à Hénin-Beaumont. Non seulement vous donnez un sens à mon combat et au combat de tous les élus du Rassemblement national, mais au-delà du sens, vous nous donnez une force sans égale pour vous représenter et vous défendre au Parlement, pour porter nos idées, nos solutions et nos espoirs chaque jour dans le débat public. Vous le savez, chers amis, et Jordan vient de le rappeler, nous entrons dans une année électorale qui s'annonce décisive. Et c'est de votre force précisément dont nous aurons besoin pour nous porter jusqu'à cette date qui désormais va occuper pendant plusieurs mois nos esprits, le 9 juin 2024. Ce 9 juin 2024, ouais, j'espère bien. Vous avez raison, on a 9 mois pour en faire un jour de mobilisation. Un de ces jours où le peuple de France relève la tête face à l'adversité. Un rendez-vous démocratique dont nous tous ici présents nous souviendrons de longues années. Un jour aussi dont eux, qui aiment désormais à s'autodésigner sous le terme de bloc central, se souviendront comme celui d'un nouveau réveil du peuple de France. Ce 9 juin, nous avons l'intention d'en faire un jour de fierté et de ferveur. Mais, mes chers amis, il y a une condition sine qua non pour que cela arrive. Que le peuple de France aille voter. Il faudra impérativement voter et faire voter. Si vous ne le faites pas, Emmanuel Macron et ses amis bénéficieront par défaut, en réalité, de l'appui d'un Parlement européen acquis à leurs idées pour poursuivre leur entreprise de déconstruction, affaiblir nos défenses collectives et ouvrir nos frontières aux menaces extérieures. Et si nous y parvenons, quelque chose me dit qu'il nous rappellera peut-être un autre jour de juin. Le 19, il y a à peine plus d'un an, où nous avons envoyé, déjouant tous les pronostics, près d'une centaine de députés à l'Assemblée nationale. Alors, que de chemin parcouru depuis, chers amis, je suis certaine que, comme moi, il vous semble que c'était déjà il y a un siècle. Ce 9 juin 2024, enfin, nous voulons en faire le jour de l'ambition nationale, plus que jamais confiante et conquérante, un jour de sursaut où la nation française proclamera de nouveau avec ferveur son désir de liberté. La liberté des citoyens et des nations, la liberté des hommes et des peuples, la liberté des intelligences et des esprits. C'est tout l'enjeu du prochain scrutin européen. C'est un enjeu pour les Français en France, pour les Français en Europe et pour tous les peuples d'Europe. Quelle belle cause pour notre peuple que celle de sa liberté à se déterminer, de son droit à l'émancipation par le choix démocratique. Ne l'oublions jamais, aux origines, franc signifie avant tout libre.
Ce n'est donc pas pour rien que notre peuple fait preuve d'une si grande aspiration à la liberté, et plus encore, lorsqu'il sent que l'on veut le conduire, comme c'est le cas de la technocratie bruxelloise, à une forme de servitude. Le premier emblème de cette servitude, c'est bien évidemment la Commission européenne elle-même. Madame von der Leyen a beau se rêver en chef d'un nouvel État fédéral imposé aux nations du continent, elle n'incarne de fait aucune souveraineté. Et ce sont pourtant les milliers de technocrates bruxellois qui exercent chaque année un droit de veto, de commentaires, de jugement sur les choix des gouvernements de nos pays. Qui empêche par exemple l'émergence de champions industriels européens pendant que notre production industrielle et notre balance commerciale s'effondrent? Le deuxième emblème de cette servitude, c'est la façon dont les peuples des nations européennes ont été peu à peu, hors de tout contrôle démocratique, dépossédés de droits, de libertés et de choix qu'ils croyaient pourtant garantis par leurs différentes constitutions. Cette dépossession, elle a été opérée par le jeu de la jurisprudence des instances européennes qui, progressivement, se sont arrogées des pouvoirs exorbitants. Elle s'est opérée aussi par des référendums ignorés, puis bafoués, comme celui de 2005, qui restera dans l'histoire de la Ve République comme le pire déni de démocratie. Le troisième emblème de cette servitude, c'est enfin l'état de minorité juridique, presque d'enfance, dans lequel nous a peu à peu placé l'extension des pouvoirs de l'Union européenne, empiétant systématiquement sur le pouvoir des États. Des accords de libre-échange anachroniques ont continué d'être signés depuis 20 ans, au mépris de la protection de nos entreprises et de nos agriculteurs, au mépris aussi du combat contre le réchauffement climatique. Il est plus facile, il est vrai, de faire fonctionner les micros. Il est plus facile, il est vrai, de matraquer les consommateurs européens de taxes sur les carburants que d'imposer la volonté souveraine des États face aux intérêts de firmes mondialisées qui détruisent notre planète. Et comment ne pas évoquer, alors que de nouvelles images dramatiquement inquiétantes nous viennent de Lampedusa, ces directives européennes qui ont peu à peu imposé une répartition autoritaire de flux migratoires hors de contrôle. Demain, ce sont des sanctions financières qui seront imposées grâce au pacte européen sur les migrations aux pays récalcitrants. Mais quelle honte! Nous devons rester totalement maîtres de notre politique d'immigration et j'irai même plus loin. Il est vain d'en appeler à l'Union européenne pour résoudre la crise migratoire comme un enfant appelle maman quand il a un problème. C'est vain et c'est dangereux. C'est vain, mes amis, parce que l'Union européenne a fait de l'agence Frontex non pas un corps de garde-frontières, mais une agence d'hôtesse d'accueil de l'immigration anarchique. C'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est acté que c'est à l'Union européenne de décider de notre politique migratoire. Or, c'est à nous et à nous seuls de la déterminer en fonction de nos intérêts. Dois-je également rappeler, chers amis, comment le dogmatisme concurrentiel européen inepte a mis et continue de mettre en péril des milliers d'entreprises et des millions de ménages français contraints de subir les fluctuations anarchiques des prix liées au marché européen de l'électricité. Soyons bien conscients que les jougs qui nous entravent ne sont pas le fait d'une quelconque fatalité, mais bien de lâcheté et même souvent de volonté. Ils ne sont pas le fait de l'Europe, qui est une réalité.
Ils sont le fait de cette Union européenne qui cherche, tel un empire, à uniformiser par la contrainte notre vieux continent au lieu de créer les conditions d'une coopération bienfaisante entre nations libres. La coopération bienfaisante entre nations libres, voilà ce qui devrait être le rêve européen. Et moi, si vous saviez, aujourd'hui, Mme von der Leyen et sa cohorte d'eurocrates abîment jour après jour ce rêve, entraînant d'ailleurs ce réveil des peuples que nous voyons poindre au cœur des nations européennes. Eh bien, mes amis, il nous faut accompagner ce réveil. Il nous faut retrouver ce rêve européen en mettant à la première place la volonté des peuples et la diversité des nations. Parce que, comme l'a rappelé Jordan, ce qui nous est imposé, c'est aussi au-delà de la structure bruxelloise, une soumission à l'idéologie du renoncement. C'est l'arrimage de la France à un projet de déconstruction, l'acceptation de l'effondrement de nos potentiels, l'abdication à toute idée de puissance. Jordan, tu l'as dit tout à l'heure. Écoutez, déjà, il ne pleut pas. Tu disais, face aux forces du renoncement qui vont de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron, nous devons rassembler les partisans de la puissance, c'est-à-dire tous ceux qui pensent que la France est encore une grande nation avec une identité millénaire, une culture, un génie des frontières et une prospérité à conquérir. Et en effet, qui sinon les nations pourra éviter que demain se reproduise aux frontières de la Chine qui redessine d'autorité ses frontières une tragédie similaire à celle que vit l'Ukraine depuis 1 an et demi du fait de l'agression russe. Nous assistons impuissants à des sommets internationaux où les éléments de langage creux et les sanctions inefficaces sont égrenés. En réalité, seules les nations souveraines, dont la France au premier chef, auraient la capacité d'asseoir à la table des négociations la Russie et l'Ukraine et à mettre fin, un terme enfin, au martyre du peuple ukrainien. Qui sinon les nations pourra protéger demain les peuples du monde contre la prédation croissante que font peser les milices, qu'elles soient terroristes ou para-étatiques? Mais à cet égard, la politique, ou plutôt la non-politique d'Emmanuel Macron en Afrique est l'une des incarnations les plus manifestes de l'échec du multilatéralisme creux. En déléguant, mes amis, à l'Union européenne notre diplomatie, nous sommes, nation française, coulée dans sa vision du monde. Une vision irrespectueuse des identités nationales, qui ne convainc pas, mais impose, contraint, menace et culpabilise. Et nous l'avons laissé s'éteindre, cette voix spécifique qui est celle de la France dans le concert des nations. La facture, mes amis, n'a pas tardé à arriver. En multipliant les instances de dialogue sans pouvoir réel dans la bande sahélo-saharienne, c'est en réalité la force des liens affectifs et historiques si particuliers qui unissaient la France à ces États souverains que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou le Niger que le président a détruites. Et je le dis ici solennellement, la réparation de ces liens sera un chantier important lorsque nous serons au pouvoir, car c'est en Afrique que se joue une part essentielle du rayonnement culturel et économique de notre grande et belle France. Qui sinon les nations, pourra réellement préserver les peuples du monde demain et pour le siècle qui vient de l'impact toujours croissant du réchauffement climatique et de ses conséquences déjà perceptibles sur les flux de population incontrôlés qui menacent à la fois, on est obligé de le constater, nos modes de vie et la paix civile dans nombre d'États européens. Encore une fois, ce ne sont pas les forums, les COP, les sommets qui pourront répondre à ces problématiques dont les solutions sont si profondément nationales, qui pourront opérer ces choix qui relèvent de la plus stricte intimité des peuples. Le modèle énergétique français n'a pas à être décidé par des hauts fonctionnaires allemands, espagnols ou hollandais en poste à Bruxelles. Qui
Sinon, les nations pourront enfin protéger les citoyens des États les plus avancés, mais aussi demain, ceux des pays en voie de développement, des menaces que fait peser sur eux la croissance exponentielle de technologies toujours plus intrusives, toujours plus opaques, toujours moins contrôlées par les instances supranationales, soi-disant d'ailleurs chargées de leur régulation. Mais l'actualité récente nous a montré qu'un milliardaire, Elon Musk, pouvait influer à lui seul sur le cours d'une guerre interétatique en désactivant des réseaux satellitaires hors de tout contrôle public. Les GAFAM tirent aussi leur puissance de leur poids financier. Ils pèsent d'ailleurs plus lourd que le PIB de nombre de pays du monde, ce qui était inenvisageable il y a encore quelques décennies pour une entité commerciale. Dans le même temps, nous nous rappelons tous comment la Commission, finalement rattrapée par les mois justifiés d'ailleurs de l'opinion, a dû renoncer à nommer une ancienne lobbyiste des GAFAM comme chef économiste en charge de la concurrence, rien que cela. Une fois encore, le contournement des souverainetés nationales au nom d'une régulation multilatérale et non démocratique, soi-disant plus efficace, n'est que le faux-nez d'un logiciel mondialiste aux abois. Oui, chers amis, ce combat pour les peuples et les nations a toujours été celui de la France, des Capétiens à la République, de Philippe-Auguste au général de Gaulle. C'est ce combat qui, depuis des siècles, donne à la France cette place si singulière dans le concert des nations. C'est ce combat qui, hier, faisait dire non à la guerre en Irak et qui, avant-hier, soutenait la création des États-Unis d'Amérique. Ce combat est toujours d'une impérieuse actualité. Pour la France, il est vital. Pour l'Europe, il est nécessaire. Pour le monde, il sera apaisant. Voilà pourquoi je formule aujourd'hui devant vous le souhait que soit promue dans les mois et les années à venir une déclaration solennelle du droit des peuples et des nations qui marquera la fin du funeste processus d'uniformisation et de dissolution conduit depuis 50 ans. Tout comme les idéologies barbares du XXe siècle ont entraîné une prise de conscience tragique de la communauté internationale en 1945 et peu après la naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je suis convaincu que l'effondrement des illusions mondialistes appelle dans le temps présent la création de nouvelles protections pour les libertés humaines et la pluralité des cultures nationales. Pour que les aspirations des peuples et des nations se concrétisent de manière pacifique et ordonnée, il apparaît nécessaire de faire appel au droit et de donner à la communauté internationale un outil supplémentaire pour, je cite la charte de l'ONU, favoriser le progrès social et instaurer les meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Nous avons, au Rassemblement national, rédigé un projet de texte en ce sens. Il vous sera distribué tout à l'heure. Je formule le vœu que cette déclaration que je vais vous présenter brièvement irrigue le projet que nous porterons dans le cadre des élections européennes. Fondamentalement, il s'agit non seulement d'un acte de foi dans la force des nations, mais surtout la proclamation de nouveaux droits venant compléter les règles internationales, au premier rang desquelles la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, si celle-ci vise à protéger les hommes et les citoyens contre les abus de leur propre État, il s'agit maintenant de compléter ces droits fondamentaux des personnes par la sacralisation des droits des nations et des peuples, sans lesquels, je vous le dis très clairement, les droits individuels ne peuvent s'épanouir, sans lesquels il n'existe plus réellement de liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. La vision que nous portons à travers ce texte est résumée en 16 articles qui gravent les droits inaliénables des nations, être et demeurer, être respectés dans leur liberté et leurs particularités. Par ce texte, nous entendons défendre la dignité et l'égalité des nations en droit, à rebours des désirs hégémoniques de quelques grandes puissances étatiques ou supranationales, dont bien sûr l'Union européenne est une incarnation, à rebours également de la logique de bloc dans laquelle la folie de quelques-uns veulent nous entraîner. Par ce texte, nous souhaitons aussi défendre la souveraineté. Je vous dis souvent que la souveraineté est aux nations ce que la liberté est aux individus. Plus jamais, nous ne devons tolérer que l'on impose sur le sol européen
des modes de gouvernement ou des législations à des chefs d'État qui ont été élus démocratiquement. Et ce, ni en Pologne, ni en Hongrie, ni en Italie, ni ailleurs. Par ce texte, nous souhaitons défendre la légitimité supérieure des constitutions nationales. La Constitution n'appartient à personne d'autre qu'à vous. C'est votre Constitution. Et nous devons la défendre. Là où, voyez-vous, des organisations et autorités non élues ont pris l'habitude depuis des décennies d'enfermer peu à peu les États dans des carcans juridiques supranationaux qui privent de fait le choix démocratique d'être suivi des effets attendus par les citoyens. Le droit des peuples à se choisir des règles supérieures communes doit être réaffirmé. Il doit être aussi respecté. Par ce texte, nous souhaitons défendre la sécurité des nations, en réaffirmant le caractère incontournable du règlement pacifique des conflits indispensable à la stabilité du monde. Par ce texte, nous souhaitons affirmer notre attachement au droit pour chaque nation de défendre ses intérêts vitaux. Au premier chef, l'alimentation, l'énergie, la santé ou encore l'éducation. Par ce texte, nous souhaitons défendre le droit des nations à la défense de leur identité, c'est-à-dire le droit des peuples à la continuité historique et à la défense de leur patrimoine matériel ou immatériel. Par ce texte, nous affirmons également le droit des nations au bénéfice du progrès scientifique et technique. Ça paraît fou, mais aujourd'hui, dans la classe politique, il y a des gens qui remettent cela en cause. Chaque jour, des idéologies obscurantistes, du wokisme à la décroissance, qui engagent des dizaines de pays avancés dans une voie technophobe qui fait peser sur eux un danger mortel. Ils veulent même, ils ne le disent pas tout à fait clairement, mais on le lit entre les lignes, priver les pays en voie de développement du progrès auquel chaque peuple peut aspirer. Par ce texte, enfin, nous affirmons le principe de consentement aux contributions diamétralement opposées aux prélèvements et diverses contributions qu'imposent plusieurs organisations supranationales à leurs États membres et l'Union européenne, bien sûr, est à cet égard l'une des pires incarnations de cette réalité. Le mouvement national français, par son ancienneté, par sa légitimité, par sa puissance politique, est fondé à initier cette belle et grande proposition en faveur des libertés humaines. Bien loin des caricatures. Bien loin des caricatures de nos adversaires, parce que nous sommes profondément français. Nous n'avons pas une vision étriquée. Nous n'avons pas une vision de repli. Notre vision a une vocation universelle. Je vous l'ai dit 1000 fois. 1000 fois, lorsque nous défendons la souveraineté de la France, nous défendons également la souveraineté de toutes les nations du monde. Oui, je crois que ce texte est essentiel. Nous le présenterons dans toutes les instances où nous sommes présents et croyez-moi, elles commencent à être nombreuses en France, avec une proposition de loi constitutionnelle en Europe. D'abord auprès de nos alliés européens dans le cadre de la campagne, puis dans le cadre d'une proposition de résolution au Parlement européen. Je le ferai d'ailleurs dès demain auprès de la Lega de mon ami Matteo Salvini. Ensuite, je le présenterai au-delà à des États partenaires de la France, notamment en Afrique, afin de rendre à ce grand continent les signes de reconnaissance et de considération qui lui ont tant fait défaut de notre part depuis un certain nombre d'années. Vous l'avez compris, chers amis, la France et l'Europe sont à un tournant historique décisif. Et c'est à nous, patriotes français, qu'il appartient de donner à notre pays l'impulsion qui lui permettra d'aborder cette nouvelle ère avec la confiance, les principes et les outils
qui lui seront indispensables dans les prochaines décennies. C'est là le sens de notre combat jusqu'au 9 juin prochain sur la scène européenne. Diffuser cette conception de la souveraineté et de la liberté des nations à laquelle nous sommes si profondément attachés et nombre d'États européens avec nous. Rendre aux Français les leviers souverains qui n'auraient jamais dû lui être confisqués en matière économique, énergétique, migratoire ou fiscale, des leviers indispensables au redressement français. Redonner confiance aux dizaines de millions de Français qui observent chaque jour avec amertume et colère la déliquescence de notre pays sur la scène européenne, d'accommodement en renoncement, de compromission en capitulation. Sonnez le rappel de toutes les forces qui aujourd'hui en Europe ont compris comme nous que le regain des nations était la condition du maintien des liens fraternels qui unissent tous les peuples de notre continent, à l'inverse de la vision technocratique sans âme et à bout de souffle que nous observons depuis tant d'années. Rendre à la France sa voix particulière, qui ne lui fait pas seulement aimer passionnément la liberté, mais lui permet de créer les outils de la liberté de toutes les nations et de tous les peuples du monde. Jordan, je sais, nous savons tous ici que tu disposes 1000 fois des qualités, du talent et de l'énergie qui seront nécessaires à la conduite de ce combat. Chers amis, c'est votre force que j'ai évoquée au début de cette intervention. Et c'est par là que je vais la terminer. Je veux vous redire cette vérité simple. Nous sommes des millions. Et rien ne nous résistera si nous restons fidèles aux principes que nous défendons avec constance depuis des décennies, car ils n'ont jamais été d'une si brûlante actualité. Nous incarnons, et vous incarnez désormais, l'espoir d'une réelle alternance politique après 40 ans d'erreurs stratégiques dont nous payons le prix chaque jour par le déclassement, la pauvreté et la perte de foi en l'avenir. Nous sommes prêts à endosser cette responsabilité de redressement national. Le Rassemblement national était notre maison commune. En l'espace de quelques années, il est devenu celle de millions et millions de compatriotes qui ont compris que nos solutions et notre constance seules constituaient un espoir solide. Cette voix ne peut plus être ignorée ni étouffée. Elle porte bien trop désormais pour cela. Notre objectif maintenant n'est plus seulement d'exister, mais d'exceller. La campagne des élections européennes nous donnera l'occasion de faire vivre cette magnifique aspiration pour que vive le droit des peuples et des nations libres, vive la République et vive la France!